Bonjour à tous. Merci d'être là. Ça a été hier soir. Vous êtes prêts? J'ai fait des slides avec du code parce que c'est ce qu'on fait, hein. Antoine, il y avait trop d'images, alors je me suis dit on va un petit peu balancer. Je vais vous parler d'injection de dépendance. L'aspect performance, je sais pas trop. On va voir. Vous verrez. Mais avant ça, injection de dépendance, ça appelle au principe solide. Et je vais commencer par rappeler ce que ces principes, un par un. C'est quelque chose que je pense que vous avez tous entendu. Qui n'a jamais entendu parler de principes solides? Non, c'est pas grave. Si vous l'avez pas entendu, c'est normal aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris à redécouvrir au fur et à mesure de ma pratique. L'architecture logicielle, c'est compliqué. On pense qu'on lit des trucs et puis on se dit, ça y est, j'ai compris. Et puis 5 ans après, on se dit, tiens, maintenant j'ai compris. Je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait, mais moi, ça me l'a fait plusieurs fois. Et puis ça revient. Alors, SOLID, S-O-L-I-D, c'est un acronyme mnémotechnique qui commence par le principe de responsabilité unique. Donc là, ça dit quoi? Ça nous dit que nos unités logicielles, donc c'est des classes, des méthodes, des fonctions, ne doivent avoir qu'une seule responsabilité. Une seule responsabilité, ça veut rien dire. On peut se mettre autour d'une machine à café et dire cette classe, elle n'a qu'une seule responsabilité. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas exactement. J'ai mis longtemps à comprendre que la définition, en fait, c'était plutôt ça. N'avoir qu'une seule responsabilité, ça veut dire n'avoir qu'une seule raison de changer. Cette classe, cette unité de code, il n'y a qu'une raison de l'ouvrir pour la changer, qui est sa responsabilité, du coup. Mais ce qui compte ici, c'est le mot changer. Et c'est ça que vous allez voir, les principes solides nous invitent à comprendre, c'est que le changement, c'est le critère qui permet de décider entre deux choix architecturaux. Se préparer au changement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de classes qui ne font qu'une seule chose? Parce que c'est beaucoup plus facile ensuite de ne pas tout impacter, parce que si on a une classe qui fait trop de choses, bah, elle va sûrement impacter des sous-systèmes indépendants, ou en tout cas pas indépendants, justement couplés avec des couplages de comportements, et donc du coup affecter des systèmes. Enfin voilà, vous savez qu'on modifie ici en pensant corriger un bug là, et puis en fait on casse un autre truc à l'autre bout. Ça c'est parce qu'on n'a pas très bien implémenté ce principe. Le principe ouvert-fermé, fermeture-ouverture. Celui-là, il est compliqué, parce que ça dit d'un côté ouverture, de l'autre côté fermeture, et là, nous, on est là à dire, bon, c'est une balance, et la balance, il y a un problème, c'est qu'il faut réfléchir pour décider. C'est une question d'équilibre. Donc on dit que nos unités de code doivent être ouvertes à l'extensibilité, on doit pouvoir les utiliser dans des contextes de réutilisation enrichis, rajouter du log sur une classe, une fonction qui n'a pas de log, de l'authentification sur des systèmes qui n'en ont pas. Donc on doit pouvoir étendre la façon dont on se sert du truc. Mais par contre, le truc en lui-même, lui, il ne doit pas avoir de raison de changer extérieure. C'est-à-dire que si on veut faire du log, c'est pas en allant tripatouiller à l'intérieur et du coup on va créer des unités qui seront fermées à la modification. On va mettre toutes nos méthodes privées, toutes nos propriétés privées. On va mettre la classe finale. On va faire des choses comme ça. Mais le mot final, on pourra en discuter après autour d'un café. Mais qui met ces classes finales par défaut? Quelques-uns d'entre vous. Donc, est-ce que vous respectez bien le principe open-closed? Parce que le closed, ça c'est OK, vous avez verrouillé l'héritage. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi ouvrir. Et vous allez voir, évidemment, si vous avez une classe qui est finale mais qui n'a pas d'interface, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abstraction qui permet d'avoir d'autres implémentations, vous avez faux. Le mot-clé final, il ne faut pas l'utiliser s'il n'y a pas une abstraction derrière. Voilà, donc c'est ce genre de discussion et de réflexion et d'expérience qu'il faut aiguiser. Et donc ça nous donne un guide ici. Le but, c'est évidemment de pouvoir rajouter des fonctionnalités sur un existant sans avoir à tout modifier l'existant, de pouvoir empiler des couches qui rajoutent des comportements sans avoir à tout changer. Donc encore une fois, le mot changement est essentiel ici. Le principe de substitution de Barbara Liskov. Barbara Liskov a émis ces principes sous un angle mathématique. Elle est plutôt théoricienne, évidemment, et ça marche sur tous les langages de programmation, évidemment. Hein. PHP est un cas très particulier d'application de ces principes. Ça dit que si vous avez de l'héritage, un système de type avec des héritages,
et vous avez une classe qui fait déjà des choses et vous en créez une classe dérivée, le système qui consomme, qui utilise la classe de base, doit pouvoir aussi utiliser la classe enfant, sans avoir à s'en soucier. Ça doit pouvoir marcher de la même façon que vous passiez au système la classe parent ou la classe enfant. Ça impose des choses sur les méthodes, par exemple. C'est pas possible que la méthode Toto du parent ait une autre signature dans la classe enfant. PHP nous aide beaucoup là-dessus. Parce que PHP, c'est dans le moteur et vous avez une erreur de programmation qui va arriver quand ce n'est pas le cas. Alors, on casse ce principe régulièrement. Je ne sais pas vous, mais dans Symfony, il y a des classes basiques, génériques, ça accepte n'importe quoi comme valeur en argument. Et puis la classe enfant, elle commence par un check en disant si l'objet qui est passé en argument, ce n'est pas un int, alors je serai une exception en disant non, 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 moi je ne veux pas un int. C'est la classe enfant qui rajoute ça, le parent n'a pas ça. Donc là, on décide de casser ou de ne pas suivre le principe de substitution de Liskov d'un point de vue comportemental, et il y a des use cases où tous ces principes-là n'ont pas nécessairement à être suivis. On peut en discuter encore une fois de toutes ces choses. Ça reste des très bons guides. C'est pour ça qu'il faut les avoir en tête et que je vous les rappelle aujourd'hui. Donc le but, évidemment, c'est de pouvoir swapper des implémentations. Et on se dit, ah, mais il n'y a qu'une seule implémentation, il n'y en aura qu'une dans toute la vie du projet de ce truc. Et puis on se rend compte que, en fait, non, pas du tout, parce qu'un jour, vous allez vouloir instrumenter ce truc. J'ai parlé du logger, ce genre de choses tout à l'heure. Et là, tout d'un coup, on a deux implémentations. L'implémentation qui fait le vrai comportement métier, et puis l'implémentation qui est le décorateur, qui lui... Et là, tout d'un coup, il faut qu'on puisse swapper l'une ou l'autre, et que d'ailleurs le consommateur n'en sache rien. Ça va nous permettre de faire ce genre de choses. Le principe de ségrégation des interfaces, ça nous dit préférer des interfaces avec une seule méthode. Ça s'appelle les interfaces fonctionnelles. À l'autre spectre, à l'autre bout du spectre, il y a des interfaces avec 52 méthodes, 42, 502. Ça, c'est vos repository doctrines. Ouais. Donc ça, les repos doctrines, c'est pas bon du tout sur ce principe-là, mais à l'autre bout, les interfaces fonctionnelles, on a une méthode, et du coup, ça peut faire qu'un truc, c'est ça. L'intérêt, c'est que d'un point de vue abstraction, vous segmentez énormément les responsabilités, du coup. Ça devient beaucoup plus compliqué de faire des choses qui n'ont rien à voir quand il n'y a qu'une méthode. Entrée, sortie. Évidemment, les méthodes, il ne faut pas non plus qu'elles aient des effets de bord. Donc ça permet de réduire le couplage. Et ça réduit le couplage, pourquoi? Parce que si vous consommez une dépendance qui n'a qu'une méthode, vous ne pouvez pas faire autre chose avec. Si maintenant vous utilisez une interface et que dans cette interface, il y a 52 méthodes, eh bien, il ne suffit pas de lire la signature du constructeur, donc les dépendances, pour savoir vraiment comment ce truc va être utilisé. Ce n'est pas très différent d'un service locator, finalement. Il y a 50 méthodes, mais en fait, quelles sont les méthodes qui vont être effectivement utilisées dans la classe? On n'en sait rien, il va falloir aller lire le code. Et du coup, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc voilà, réduire le couplage en évitant de donner accès à des choses qui n'ont rien à voir avec le métier de nos classes. Et le petit dernier, c'est le principe d'inversion de dépendance, DI. Dependency inversion, pas dependency injection. C'est pas la même chose. Dependency inversion, ça nous dit demandez vos dépendances sous forme d'abstraction. Plutôt que de demander en dépendance, en argument au constructeur, une classe concrète, une implémentation très spécifique dont vous avez besoin, évidemment, pour faire le job ensuite à l'intérieur de la classe, demandez plutôt déclarer une abstraction, une interface en PHP. Une abstraction, c'est une interface en PHP. Et de cette façon-là, ça va être de nouveau facile, et cette unité de code qui ne dépend que de l'abstraction, encore une fois, vous allez, grâce au principe précédent, pouvoir lui passer n'importe quoi comme dépendance, que ce soit un mock, que ce soit la vraie instrumentée, que ce soit, etc., en fonction des besoins. Et du coup, cette unité de code, encore une fois, qui respecte ce principe-là, elle n'aura pas besoin de changer quand les prérequis, le métier vous aura dit que le système qui est consommé, lui, doit changer. D'accord? Donc encore une fois, c'est structurer son code pour que le changement se fasse bien. Et notre job, c'est de faire changer les choses tous les jours. Voilà, c'est OK? Petit rappel utile, j'espère.
et pas forcément un rappel d'ailleurs, parce qu'encore une fois, moi c'est des choses que j'ai redécouvertes et que je redécouvre et qui méritent de rafraîchir. Alors le principe d'injection, enfin le composant d'injection de dépendance, cette fois-ci, on n'est que sur l'injection de dépendance, on n'est pas sur de l'inversion de dépendance. On peut en faire, et on va en faire. Mais l'injection de dépendance, c'est juste de dire mes dépendances, plutôt que de les instancier directement dans mon code, je vais les passer au constructeur, grosso modo. Hein. Et pour ça, j'ai quelques exemples de code, donc on va commencer tranquillement, et puis on va monter un petit peu. Ici, on est donc dans une application qui a un concept de canaux, des canaux de distribution de messages. Et donc, là, il se trouve que le métier commence en disant, en fait, on a une cible hyper importante, c'est Telegram, donc on veut un truc qui envoie des messages sur Telegram. Ma signature, elle est simple, il y a une méthode send, on a un message, terminé. Je vous ai pas mis le constructeur, etc. On ne va pas faire l'impasse sur le détail. Mais ça, c'est le comportement. D'accord? C'est aussi un type, parce qu'une classe, c'est un type, mais c'est d'abord un comportement. Envoyer des messages à Telegram. Et puis ce truc, on va le donner à un notifier, qui va être notre classe, qui va abstraire un petit peu le concept de canaux. Et hop, on vient de faire de l'injection de dépendance. Notre notifier, il a une dépendance qui est le canal qu'il va utiliser. Et ça, c'est parti. Avec ça, on peut coder. Avec ça, on peut faire du métier, envoyer des messages sur des canaux, sur le canal Telegram. Évidemment, vous voyez le problème tout de suite. Oui, c'est que si demain on veut un autre canal que Telegram, c'est marqué Telegram ici, donc il va falloir changer cette classe. Évidemment. Donc là, ça ne va pas, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On introduit de l'inversion de dépendance. Donc on introduit une abstraction. On introduit un concept de canaux avec cette interface, et puis on va rajouter cette interface sur notre canal Telegram, et hop, on est prêt. Le changement d'après, c'est évidemment d'aller sur notre notifier et de faire maintenant de l'inversion. Off control aussi, IOC, c'est le même terme, dependency inversion. Ça, c'est beaucoup mieux. On peut même s'amuser à mettre la classe Telegram finale, parce que pourquoi est-ce qu'on créerait une classe dérivée de la classe Telegram? Autant faire une classe qui implémente les channel interface. Mais il faut le faire dans ce sens-là. Hein. Encore une fois, si vous mettez le mot-clé final sur mon premier slide, il y a un truc que vous avez raté, les premiers slides. Alors on continue. Ça tombe bien, le métier justement nous a dit maintenant on va faire un système pour envoyer ça sur Signal. Très facile. Et l'autre classe, Notifier, c'est là qu'on a gagné en flexibilité, n'a pas besoin d'être modifié. On n'a rien à faire de là où on va effectivement envoyer nos messages. On continue. Maintenant, on a un autre cas, enfin on va se dire, le métier nous a dit, en fait il faudra envoyer sur tous les canaux en même temps. On fait du broadcasting. Comment on fait ça? C'est pas compliqué, c'est juste un canal qui, en interne, a un comportement, c'est de broadcaster sur plusieurs canaux. Comment on fait ça? On refait un nouveau canal. Ici, vous voyez, ça accepte un argument qui est un itérable de canaux. Et l'implémentation, je vous l'ai mise, elle est très facile. On itère sur tous les canaux, et puis on envoie le message. OK? Bon, j'ai pas mis la gestion des erreurs, là, on s'en fiche. Hein. C'est pas le sujet. Mais quand même, si on veut faire marcher ça dans Symfony, comment on fait? On tag les canaux. Donc on leur met un petit label pour dire à Symfony, tout cela, toutes ces classes-là, elles sont de couleur rouge. Alors plutôt que des couleurs, on va utiliser des tags. Et puis ensuite, on va dire, dans la définition notifier, donne-moi tous les services de couleur rouge. Et puis comme on aura mis, comme les canaux auront cette couleur, on va pouvoir bosser là-dessus. Donc ça, on le fait d'abord en rajoutant cet attribut, ici, autoconfigure tag. Celui-ci, vous voyez, il n'y a pas d'argument, on pourrait donner un tag, je vous ai dit rouge, on pourrait mettre entre parenthèses rouge, ça serait le nom du tag. Si on n'en met pas, le nom du tag, c'est le nom de l'interface. Comme ça, c'est plus simple, on agrège les concepts. Ici, on vient de dire à Symfony, toutes les implémentations de channel interface que tu vas découvrir, tu vas leur rajouter ce tag. Et puis de l'autre côté, on va revenir sur notre broadcasting channel et on va dire maintenant, Symfony, l'itérable de canaux que je veux ici, tu vas te débrouiller. Tu vas me collecter tous les services, toutes les classes du coup, qui ont le tag channel interface. Vous savez comment maintenant il arrive ce tag. Et puis on va travailler là-dessus. Ça couvre pas mal de use cases. En 2 lignes de description, même pas de code,
on a décrit quelque chose qui couvre beaucoup de use cases dans vos applications. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent ça. Évidemment, la liste des canaux, peut-être que vous allez décider de la faire autrement que sur ce critère de l'implémentation de l'interface. Vous savez qu'il y a la configuration que vous pouvez écrire en YAML à la main si vous voulez des cas particuliers. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste une description facile de quelque chose qui marche en général bien. Alors, comment ça marche? Des fois, on me dit c'est magique. Moi, je dis c'est descriptif. À partir du moment où les choses sont correctement décrites, c'est un détail d'implémentation de savoir comment ça marche. On a dit tout ce qu'il y avait à savoir. Alors, c'est quand même utile de savoir et de se projeter dans ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu les étapes qui permettent de mettre en musique ces classes, d'une part, et d'autre côté, leur branchement. La première étape, c'est l'étape de compilation. À l'étape de compilation, donc là, c'est la première fois que vous lancez Symfony. Voilà, la première fois, ou quand le cache se refresh. Symfony va parcourir toutes les classes de votre dossier SRC. Ça, c'est l'étape d'auto-discovery. Du coup, Symfony va découvrir parmi les autres classes celles qui implémentent Channel Interface. Il y a cette petite règle sur l'interface, le auto-configure tag, qui va dire à Symfony, rajoute-leur la couleur Channel Interface, le tag. Et puis ensuite, il va découvrir l'autre tag, celui qui dit crée-moi un itérateur. Donc Symfony va faire OK, je crée une définition d'itérateur qui va être la collection de tous ces services. Prends cette définition et injecte-la dans le notifier. Et puis tout ça, c'est des concepts abstraits en mémoire pour l'instant. C'est des représentations de ce qu'il faudra faire à l'exécution. Et cette représentation-là, elle est dumpée, elle est écrite, elle est générée sous forme de fichier PHP. Donc ça, c'est l'étape de compilation. Et le code PHP généré, en gros, vous pourriez l'écrire à la main. Ça fait new array iterator, et puis dedans, il y a une liste dans un tableau de tous les services qui ont été découverts au passage. Donc ça fait new Telegram truc, new, etc. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des dépendances de dépendances, etc. Mais grosso modo, vous l'auriez fait à la main aussi bien. C'est juste qu'on a gagné du temps en ne le faisant pas. Et ensuite, au runtime, à un moment, ce fichier PHP il va être chargé, évidemment, par le moteur, par le kernel, qui, au moment où vous allez demander donne-moi le notifier, je vais envoyer un message maintenant, eh bien tout ce code va s'exécuter pour d'abord créer l'itérateur avec sa collection de canaux, créer le notifier en lui passant l'itérateur qui vient d'être créé. On met tout ça dans une petite registry. Ça, c'est parce que les services, par défaut, sont partagés. Ça veut dire que s'il y a deux endroits du code qui ont besoin du notifier, on crée qu'un seul notifier et on passe le même objet à gauche, à droite. Donc on met ça dans une petite registry. Et puis ensuite, quand on va itérer dans mon broadcaster que vous avez vu tout à l'heure, on va les créer à la demande, nos canaux. Au fur et à mesure qu'on itère, on va créer le Telegram s'il n'a pas déjà été précédemment créé, etc. C'est OK? Voilà, c'est tout simple. Évidemment, il y a aussi, je ne vous ai pas mis ce truc-là tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que on a sur notre notifier Channel Interface. Maintenant, on a plusieurs implémentations. Donc laquelle va être passée à mon notifier? Vous pouvez le dire explicitement de cette façon-là. Avec ce petit attribut ici, vous dites il y en a un ici que Symfony doit me passer, et ça me va bien. C'est quasiment de la configuration, c'est pas du couplage, c'est quelque chose que vous pouvez changer dans vos tests. Typiquement, vous n'allez pas changer cette classe pour passer autre chose que le broadcaster, le vrai. Vous allez passer un truc qui se comporte comme, mais qui n'est pas le vrai, évidemment, dans vos tests. Et voilà, Symfony va, toujours avec ces principes d'attributs, avoir suffisamment d'informations pour faire son taf et générer le container dont je vous ai parlé, là. Alors maintenant, on va rajouter un petit truc du métier supplémentaire. C'est qu'on veut un petit peu d'instrumentation quand même. On veut être capable de dire combien de temps on a passé dans chacun des canaux à envoyer le message, lesquels ont effectivement été utilisés, ce genre de choses. Et on va commencer par instrumenter ça dans le profiler. Donc là, c'est de dire, voilà, on veut pouvoir, dans le panel de performance du profiler Symfony, rajouter des choses là-dedans, qui vont être des séries temporelles qui vont montrer le travail des canaux.
Comment on fait ça? Pas d'attribut, non. Il va falloir faire un peu plus qu'un attribut. On va commencer par coder une classe qui va faire le taf. Et la classe, on va la coder comment? On a un petit peu organisé notre code, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de changer grand-chose. En réalité, il suffit de créer une nouvelle classe qui va être un décorateur. On va décorer tous nos petits canaux, et puis ce truc-là va se charger d'appeler le vrai canal, mais après, il va prendre des séries temporelles. Donc l'implémentation peut être aussi simple que ça. Ça, c'est mon décorateur. Le décorateur, il dit, donne-moi un canal, celui que je décore, donne-moi le composant stopwatch de Symfony, parce que lui, il est déjà intégré dans le profiler, donc il suffit de l'utiliser. Et puis l'implémentation, c'est juste stopwatch start, stop départ, on envoie le truc, stopwatch stop, et voilà. Et ça marche déjà. Vous pouvez essayer chez vous, ça va marcher. Alors, ça va marcher, le code va marcher. Mais ce qui ne marche pas encore, c'est le fait d'utiliser ce truc. Là, pour l'instant, c'est juste une classe dans un dossier. La classe, personne n'en a rien à faire. Comment on fait pour la faire marcher pour de vrai? C'est-à-dire décorer chacun de nos petits canaux. Alors, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que cette classe-là, ça n'est pas un service. Le décorateur en tant que tel n'est pas un service, ce n'est pas un canal qui sait envoyer des messages. C'est une classe qu'il va falloir utiliser sur d'autres choses, mais ce n'est pas un service. Donc il faut commencer par l'exclure, par dire à Symfony, pendant la découverte, ça ne sert à rien de créer un service qui va s'appeler Traced Channel, parce que Symfony ne pourra même pas le créer, ce truc. Il n'y a pas de canal, il n'y a pas un canal, on veut tous les décorer. Donc pour faire ça, aujourd'hui, il faut créer une compiler pass. Qui a déjà créé une compiler pass? Ok, quelques-uns, pas tout le monde. Donc les compiler pass, c'est du code qu'on peut rajouter dans l'étape de compilation du container Symfony pour instruire le container généré de choses supplémentaires à faire, que Symfony ne saura pas faire sans ce petit bout de code. Et donc là, vous allez voir, je pense que vous allez comprendre, une compiler pass, c'est une méthode qui s'appelle process, à laquelle on passe un objet qui s'appelle le container builder, qui est le container mais pas encore dumpé. On est en train de le builder justement. Et il se trouve que le kernel de vos applications, vous pouvez très facilement, en rajoutant cette méthode process, lui permettre d'aller tripatouiller le container avant qu'il soit dumpé. Et donc c'est ce qu'on fait. Ça, c'est la classe kernel de l'application que j'ai bricolée pour le besoin de cette présentation. Vous voyez qu'on a rajouté implements compiler pass interface sur la ligne tout en haut. Du coup, on implémente la méthode process qui reçoit un container builder. Et ce container builder nous permet de faire des choses avec les définitions de services qu'on est en train de calculer. La première chose qu'on fait, c'est de récupérer tous les services qui ont ce tag, channel interface. On a une liste, on itère dessus, on a un ID de service, son petit nom, et puis les tags, on ne va pas s'en servir ici, je fais l'impasse sur cette valeur-là. On va dire au container, maintenant tu me crées un service, register, dont le petit nom, ce sera le nom du service qu'on va décorer avec un petit suffixe, dont la classe, le new qu'il faudra faire, ça sera un new trace channel. On continue à décrire ça, on dit, et maintenant, tu vas brancher ce service comme étant un décorateur de l'autre service qui existe déjà. Ça, c'est une feature assez maligne dans Symfony, qui existe depuis Symfony 2, et qui va dire à Symfony, tu te débrouilles pour ensuite m'empiler l'un sur l'autre. Et m'empiler l'un sur l'autre, ça veut dire passer le décorateur à ce traced channel. Et vous voyez la référence ici, .inner, ça dit, passe-moi le service décoré en premier argument. Et puis ensuite, on référence le composant stopwatch pour dire, j'aurais besoin de l'objet stopwatch qui est déjà dans Symfony. Et voilà, c'est tout. Alors c'est rigolo parce que quand on fait des conférences, vous connaissez le CDD, Kevin le fait bien et c'est pas le seul, le Conference Driven Development. Du coup, en faisant ces slides, je me suis dit, mais c'est dommage d'avoir écrit une compiler pass pour ça. Donc du coup, j'en parlais avec Mathias, je crois, qui du coup a une contribution peut-être à venir, qui permettrait avec un attribut de ne pas avoir à écrire ça. À voir. On attend ça, Mathias, maintenant. Trop tard. Voilà. Alors, l'injection de dépendance, c'est une boîte à outils d'attributs. Je vais vous lister les principaux. Il y en a d'autres, pas énormément d'autres. Et puis, je vais essayer de monter un petit peu, après, vous présenter des choses un peu plus avancées, pour essayer de continuer sur l'application des principes solides dans Symfony. AutoWire.
Vous connaissez ça, on l'a déjà utilisé sur un slide précédent. Ça dit à tel argument, telle position, injecte-moi telle référence. Alors pas forcément que des références, mais voilà, ça permet de prendre la main sur l'injection d'auto-wiring par défaut qui est basée sur le nom de l'interface, sur le type de l'argument au constructeur. Si ça n'est pas suffisant, et uniquement si ça n'est pas suffisant, channel interface par exemple n'est pas suffisant pour savoir quel canal il faut injecter à notre notifier, et donc on va dire, en fait voilà, c'est celui-là que je veux. C'est une façon de faire. AutoWire Iterator, vous avez compris ce que ça fait aussi, je vous l'ai présenté, ça permet de dire à Symfony, collecte-moi tous les services qui ont ce tag-là, channel interface. Les tags n'ont pas forcément n'ont pas besoin d'avoir le nom d'une interface ou d'une classe, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des tas de services dans Symfony qui s'appellent des kernel.eventListener, par exemple. Voilà. C'est juste des labels. AutoWire Iterator, donc. AutoWire Locator, ça permet non pas de construire un itérateur, mais ça permet de construire un petit container qui ne contient que les services qui ont ce truc. Un container, c'est un objet qui a une méthode get, une autre qui s'appelle has, et on dit get entre parenthèses Toto, et le container, il sera une exception s'il ne connaît pas de service qui s'appelle Toto, et il vous retourne l'objet qui s'appelle Toto s'il en connaît un. Là, en l'occurrence, la clé de récupération qui permettrait d'avoir le channel Telegram, c'est le nom de la classe, parce que par défaut, c'est comme ça. Mais il se trouve que vous pouvez aussi changer le nom de vos objets. Et même quand vous faites un for each, il y a une clé, une valeur. Les valeurs, c'est facile, c'est les canaux, mais quelle est la clé? Vous avez la main sur la clé. Si vous avez besoin d'avoir la main sur la clé, il y a as tagged item, et là, Telegram, et ça sera le petit nom de ce canal, soit sous forme d'itérateur, soit sous forme de container. Alors, asalias, c'est une autre façon, enfin, c'est une façon de créer, de créer un alias, donc de donner un autre nom à un service. Là, c'est quelque chose que j'aurais pu utiliser sur mon broadcaster. Plutôt que de dire dièse AutoWire sur mon notifier pour dire le channel interface dont j'ai besoin, c'est le broadcaster, on aurait pu dire sur le broadcaster, asalias de channel interface, et ça veut dire si quelqu'un demande un channel interface mais ne spécifie pas lequel, c'est celui-là que tu dois lui passer. Donc on se place de l'autre côté de la relation, voilà, en fonction des besoins, ça permet de s'adapter. As décorateur, ça permet de dire, cette classe-là, elle va décorer cette autre classe. Ce n'est pas le use case qu'on avait tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on ne voulait pas décorer cette autre classe, on voulait décorer toutes ces autres classes. Ce n'est pas la même chose. Donc ça marcherait, et d'ailleurs, la feature telle qu'on pourrait l'imaginer, dont on a parlé, ça serait de dire as décorateur, et là, on mettrait un argument qui s'appellerait tags. 2 points. Et là, on mettrait le tag. Et tout d'un coup, on aurait une description qui permettrait, à vérifier, d'instrumenter, de décorer tous les services qui ont ce tag-là. Donc, as tagged item, je vous l'ai déjà fait. Autoconfigure, ça, on va le rajouter sur une interface, par exemple, ou sur un type de base, pour dire tous mes petits-enfants, toutes mes implémentations dérivées de ce type de base doivent récupérer tel tag. Et ça, vous l'avez vu sur l'interface qui s'appelle Channel Interface tout à l'heure. Le tag s'appelait autoconfigure tag. Là, c'est autoconfigure tags de channel interface. C'est la version plus longue, c'est tout. C'est la même chose. On peut autoconfigurer d'autres choses que les tags, évidemment. Ensuite, quelques autres. Alors, AutoWire Inline, ça permet de déclarer un service inline. Vous décrivez ce que vous voulez comme service en donnant le nom de la classe et vous listez les arguments de l'objet que vous voulez créer. Et Symfony va créer cet objet-là. Il va faire inline, le new, la classe, les arguments. Comme si vous faisiez une définition de service en YAML pour ceux qui en ont déjà fait. AutoWire Callable, ça va permettre de transformer une méthode d'un service en une closure. Donc typiquement ici, on pourrait dire AutoWire Callable, un channel, la méthode send, transforme-la en closure. C'est facile. Quand on a une interface fonctionnelle avec qu'une seule méthode, c'est la même chose qu'une closure. Il y a un isomorphisme entre les deux si vous avez fait des maths. C'est juste le nom qui change finalement. Une closure, c'est un objet qui a une méthode qui s'appelle un invoke. Un channel, c'est un objet qui a une méthode qui s'appelle send. On s'en fiche du nom. C'est la même chose. Techniquement, évidemment, non. Donc là, on dit, voilà, tu vas me transformer ça en ça. C'est très facile. Symfony le fait tout seul pour nous. Et il y a même une version un petit peu raccourcie de ça qui se base sur le nom de l'argument.
AutoWire MethodOf, ça évite la répétition send que vous avez sur AutoWire Callable. On ne met pas la méthode, Symfony va dire le nom de l'argument, il va dire la méthode, c'est ça, c'est send. Donc souvenez-vous de ça, parce que le slide d'après, je vais vous montrer, je vais utiliser AutoWire MethodOf juste parce que c'est plus court. La version longue marche aussi. La version longue a l'intérêt, l'avantage de permettre de découpler le nom de la méthode du nom de l'argument. Dans mon exemple d'après, je vais garder le même nom, et donc ça sera plus court avec AutoWire MethodOf. À quoi ça sert? J'ai ouvert le code de Symfony Live, l'application, et j'ai trouvé ce truc. Et j'ai trouvé ce truc aussi parce qu'en discutant avec les uns les autres, ceux qui ont l'habitude de relire des projets Symfony qui sont partis un petit peu dans les choux, ils m'ont dit, mais il y a un truc classique dans Symfony, c'est de voir un listener qui écoute les requêtes. Puis ce listener, il fait un truc du métier. Et puis dans le constructeur de ce listener, il y a les dépendances du métier. Et donc en fait, il y a une cascade de dépendances qui est déclenchée juste parce qu'on écoute l'événement request. Un peu comme ici. On a un listener sur les requests, vous voyez, as event listener, et on a request event ici. Donc on va écouter 100% des requêtes, et donc pour 100% des requêtes, on va instancier ce truc, qui a besoin du conference repository, de l'URL generator interface et de Twig. Si vous regardez le métier de ce truc, c'est dans certains cas rediriger la page. On écoute sur les routes, on se branche sur les requests et on fait des redirections, ou on génère des trucs. Et là, vous voyez tout de suite, il y a un problème. On cascade des dépendances, premier problème, et ensuite on crée systématiquement l'URL generator et Twig, alors que soit l'un, soit l'autre ne vont être utilisés dans la vraie vie. Dans vos projets, ça va être pareil, vous allez trouver des trucs comme ça. Des fois, c'est pas grave. Mais quand il y a un problème de performance dans une application Symfony, les consultants qui connaissent ce qu'on fait tous, ils vont d'abord regarder les event listeners, pour cette raison-là, parce que c'est un endroit où la performance est impactée juste parce qu'on n'y a pas pensé, à ses conséquences. Alors moi j'ai un autre problème avec ce code, et je vous en ai parlé tout à l'heure sur le principe d'interface ségrégation, c'est que le conference repository, il a 50 méthodes dedans. Et là on a cassé tous les principes solides. C'est pas une abstraction, interface ségrégation, laisse tomber, etc. Inversion of control, pareil, enfin voilà. Comment on fait pour résoudre ce problème? Il y a plusieurs problèmes, donc on va essayer de les aborder rapidement ensemble. La première chose qu'on peut faire, c'est de dire, oui, ça c'est l'histoire des cascades, ça représente des dominos qui se cassent, voilà, c'était un peu compliqué à représenter, mais bon, vous avez compris. Faites attention, c'est quand même l'aspect performance, c'est là que je veux en parler aujourd'hui, c'est cette cascade de dépendances, qui ont des dépendances, qui ont des dépendances, qui ont des dépendances, qui peut être vraiment coûteuse si on ne fait pas attention. Et il y a plein d'outils dans Symfony pour casser ces chaînes de dépendance. Un des plus simples, c'est l'attribut lazy. L'attribut lazy, il va dire, cette classe-là, le conference listener, il ne faut pas appeler le constructeur avant de vraiment avoir besoin de ce qu'il va faire. Il est possible en PHP de créer un objet sans appeler le constructeur. Et on va utiliser cette capacité. On a un objet conference listener, mais le constructeur, on ne l'a pas encore appelé, c'est bizarre. Ça s'appelle les objets paresseux, des lazy objects. Et ce qui va se passer, c'est que le constructeur sera appelé dès qu'on va accéder à une propriété, n'importe laquelle. Ça tombe bien, les propriétés, ce sont mes dépendances. Donc là, ça marche bien. Dans onRequest, j'ai regardé, je peux vous le dire, il y a du code qui va checker la request, faire des vérifications dessus, etc. Pendant toutes ces étapes de vérification, il y a 0 dépendances qui sont appelées. Donc on peut faire tourner du code dans cet objet. Il est paresseux, mais il est fonctionnel. Et on va, la majorité du temps, sortir de l'objet request, de la méthode onRequest, sans rien faire. Et de temps en temps, quand on est sur le bon chemin de code, on va accéder, par exemple, à Twig, et boum, on va déclencher le constructeur, et boum, on va déclencher la cascade d'instanciation des dépendances, etc. L'objet est paresseux. Trop bien. Donc on a résolu un problème, ça marche bien dans pas mal de cas. Une autre façon de faire, c'est de déclarer chacun des arguments lazy. Donc là maintenant, le concept de laziness, il va être implémenté par décoration. On va mettre un petit préservatif autour de chacune des dépendances qui va intercepter les appels et puis qui va en fait ne les passer à l'intérieur que si il y a vraiment besoin de le faire. Donc l'intérêt, c'est qu'on ne va pas instancier Twig si on a besoin que de l'URL generator et réciproquement. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Je n'ai pas à vous dire dans votre métier laquelle utiliser parce que ça va dépendre de comment ça se passe dans votre métier, dans ce que vous avez à faire. Alors, on a résolu la laziness.
la cascade de dépendance, mais on n'a pas résolu l'interface ségrégation, par exemple. Moi, je me dis, cette classe-là, ça serait cool que, en fait, ces dépendances, ce soient juste des unités fonctionnelles. Parce qu'en réalité, en regardant dans le code, le repository, on fait qu'une seule chose avec, c'est qu'on fait un find one by pour récupérer la conférence qu'on veut. L'URL generator, on fait qu'une chose dessus, c'est générer des URL, il y a une méthode pour ça. Et Twig, on fait qu'un truc, c'est add global, parce que dans le listener, on rajoute une variable globale. On n'a pas besoin de Twig, il n'y a pas besoin de tout Twig en termes de dépendance sur cette classe pour faire ce truc. Il y a juste besoin d'une action, une closure, qui saura le faire. Que ce soit Twig derrière, on n'a rien à faire. Ça, c'est l'implémentation qui dit ça. Et de mon côté, Dev Symfony, je suis dans un contexte où le framework va me donner de l'outillage et des façons de déclarer la meilleure façon de brancher ce code par défaut, qui va être d'injecter la méthode addGlobal de Twig, et ça, AutoWireMethodOf va le faire. Ensuite, URL Generator, pareil, la méthode generate et findByOne sur le conf repository. Et donc maintenant, on a complètement... on est beaucoup mieux, en tout cas, d'un point de vue abstraction, d'un point de vue interface ségrégation. On a une méthode à chaque fois qui fait qu'une seule chose, le truc qu'on va faire dans le métier. Si vous voulez lancer un test avec ce code-là, c'est super facile. Précédemment, il fallait instancier Twig, il fallait instancier un repository doctrine. Bon courage. L'URL generator, c'est plus facile, mais c'est quand même des cascades de trucs qui sont filés par Symfony et puis des outils de mock dans PHP Unit, etc. Enfin, c'est une usine à gaz, quoi. Maintenant, 3 closures. Les closures, vous les faites en une demi-ligne. Vous savez ça. Super bien. On a beaucoup avancé. Voilà, je vous mets ça en tête. Je ne sais pas si vous l'utiliserez. Je vous invite à y réfléchir. C'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est vous faire réfléchir à tout ça pour essayer de voir comment ça peut s'appliquer chez vous. Ce qui compte, c'est le chemin et la progression. En réalité, ce que je pense que je ferai sur ce projet, c'est d'utiliser un locator, parce qu'à cet endroit-là, il faut être pragmatique. Je n'ai pas nécessairement besoin des principes solides aujourd'hui. J'ai plus besoin de la laziness. Ça, c'est mon vrai problème que j'ai à résoudre sur cette classe. Et pour ça, je vais utiliser un container. Donc, je vais faire AutoWireLocator. Je vais dire, dans le container, tu vas mettre 3 trucs, qui sont les 3 objets dont j'ai besoin. Et dans mon code plus tard, je ferai this container get confrepo à l'endroit où j'aurai besoin du conf repository. Et ça va m'instancier ce repository qu'au moment où j'en ai effectivement besoin. Ça, c'est la solution pragmatique. On n'est toujours pas bon d'un point de vue solide, mais on n'a pas toujours besoin d'être solide. Voilà, je vais finir sur 2 petits slides pour utiliser notre cerveau, mettre des choses dans notre cerveau. Il faut s'en servir en ce moment, parce qu'avec les IA, on oublie un petit peu qui peut servir. Protype, le suffixe interface sur les interfaces. Je sais qu'il y a une discussion là-dedans depuis des années. Moi, il est important pour moi, parce que quand je fais de la relecture de code, très facilement, je peux identifier les points d'injection qui sont abstraits versus les points d'injection qui ne le sont pas. Alors on va me dire, oui, mais il suffit de dire channel, pas besoin de channel interface, parce qu'un channel, c'est forcément abstrait, puisque un channel, c'est un concept abstrait en tant que tel. Mais ça, c'est trop compliqué pour mon cerveau au moment où je relis. Interface, boum, ça va vite. Attention, si vous avez beaucoup de dépendances dans votre constructeur, typiquement, c'est que la classe, elle a cassé le SRP, le Single Responsibility Principle. C'est pas bon. Ça, c'est un des pires trucs que vous pouvez faire quand même, je crois, en architecture logicielle. C'est-à-dire que vous avez un paquet de nouilles qui va venir juste derrière. Réfléchissez à ça. Casser les cascades de dépendance, je vous ai montré quelques outils pour le faire. Et puis, un principe essentiel en conception logicielle, et ça s'applique au projet Symfony, c'est vous designez d'abord vos classes, vous pensez d'abord à vos classes, vous vous dites quel est le sens de ce design, de cette façon de décrire mes arguments, etc. Et ensuite, vous vous posez la question de savoir comment je vais dire à Symfony d'utiliser ce truc. Et je sais que ce n'est pas facile, parce qu'on est dans un contexte où Symfony est là, c'est un petit peu l'air qu'on respire, en tout cas que nos applications respirent, et on n'y pense pas à ça. On pense pas, on pense d'abord aux attributs qu'on va utiliser pour décrire le branchement. Mais ayez cette façon de penser. Dites-vous, je design d'abord ma classe, je la conçois, et ensuite Symfony, c'est le bidule qui est bien pratique parce que je vais pouvoir lui dire comment s'en servir de ce code. Mais il y a toujours une façon pour Symfony de s'adapter au code que vous avez écrit. C'est jamais dans l'autre sens. Le sens, c'est celui-ci. 2 autres trucs. Sur l'architecture, on prend encore du recul maintenant. Sur l'architecture logicielle en tant que telle, à quoi ça sert? Vous vous êtes posé la question? Moi, je crois que ça sert à 2 choses. À apporter de l'ordre.
On aime bien l'ordre, c'est important, ça fait partie de la satisfaction. La beauté, c'est un concept universel, et ça en fait partie, apporter de l'ordre dans le monde et dans nos unités logicielles. Ça permet le travail en équipe, évidemment. Ça permet l'articulation. L'articulation, c'est le changement futur. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et puis, je ne peux pas ne pas parler d'IA. Les IA ne sont pas bonnes en architecture logicielle pour une raison, c'est que c'est très compliqué d'avoir une fonction objectif. À quel moment l'architecture logicielle est bonne? Pour l'IA, c'est compliqué. Si vous lui dites « écris-moi un test pour tel truc », facile. « Implémente-moi telle fonctionnalité », facile. J'ai une fonction objective, je sais à quel moment j'ai fait le taf. L'architecture, ça n'arrive jamais puisqu'on se prépare au changement. Les IA, ce n'est pas leur taf. Et il y a un problème avec les IA aussi, c'est qu'elles ont accès illimité à l'énergie. L'énergie qu'on sort des puits de pétrole, hein, en général. J'avais une métaphore là-dessus qui m'est venue ce matin en me réveillant, c'est une IA n'a pas besoin d'architecture logicielle parce qu'une IA, quand elle a un problème à résoudre, elle fait comme Sangoku. Elle va dans la chambre temporelle hyperbolique, là, la salle de l'esprit et du temps. Elle bosse pendant un siècle à résoudre le problème que nous, on lui a dit de faire, et puis elle sort de la chambre, pour nous, il s'est passé 2 secondes, et le problème est résolu. Donc, entre-temps, elle a passé une thèse de doctorat, elle a réinventé tous les concepts logiciels, et elle nous sort la solution. L'architecture logicielle ne sert plus à rien, puisqu'elle a tout de suite la solution finale. On est d'accord? Sauf qu'on ne travaille pas dans ce monde-là. On travaille dans un monde avec des ressources limitées. Notre cerveau a été optimisé pour consommer que ce qu'on peut manger. La biologie, pareil. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut faire aussi attention, je crois, et ça c'est un message plus général, à l'impact sur la planète de tous ces trucs magiques qui ont accès à des chambres temporelles financées par des milliards d'investissements qui ne font qu'augmenter l'entropie sur la planète. Voilà. Voilà, c'était une ouverture bien plus large, mais elle m'est venue ce matin, j'espère que ça vous fera réfléchir un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas.